Déjà, merci à toi, Amine. Donc, tu me dis comment tu as envie que je t'appelle. Je sais que t'as un surnom. D'ailleurs, il vient d'où ce surnom? Fierceness, ça vient des premiers combats que j'ai effectués en fait. Si tu veux, j'étais parti combattre en Belgique à l'époque. C'était mes Ouais. premiers combats pro en MMA. Et du fait en fait d'avoir fait les combats de la soirée, les Fight of the Night, tu vois, les gens ils disaient putain, c'est un mec, il lâche rien, tu vois, il est sauvage dans la cage, tu vois. Donc du coup, c'est venu de là en fait. Fierceness, c'est féroce, sauvage, tu vois, Ok, agressif. ok. Donc, c'est un pseudo que les étrangers t'ont donné quand ils t'ont vu combattre, entre guillemets, c'est ça? Ouais, étranger ou non étranger, tu vois. J'ai Ok, ok. commencé en Belgique, il y avait beaucoup de Français qui étaient sur place aussi. Ok, d'accord. Alors, c'est très simple. Alors, déjà, tu as commencé les sports de combat à quel âge? Tu as commencé par quelle discipline exactement? On va commencer par ça. Je pense que les gens ne le savent pas, même moi. De toute façon, je ne sais pas quand tu as Ouais. commencé et par quelle discipline surtout. Si tu arrives Alors, à m'en dire. j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 14 ans par du K1. K1, donc Donc, pied-point, genou, discipline qui était assez explosive à l'époque, notamment avec le Glory, etc. Et, euh, et de là, en fait, un jour, mon entraîneur de K1, il est venu me voir, il m'a dit, je fais aussi un peu de MMA à côté, est-ce que tu veux venir essayer quoi, dans une autre salle? Et j'ai dit, franchement, pourquoi pas, je connaissais pas en fait. Il m'a dit, regarde le Pride, tu vas en apprendre un peu plus. Donc moi, je ok. regarde le Pride, je regarde des DVD à l'époque. Et je me dis, ah ouais, c'est un sport, je me dis, franchement, c'est un sport de ouf, c'est un sport super agressif mais super complet surtout. Et donc de là, en fait, j'ai commencé à essayer le MMA et j'ai kiffé surtout les phases de lutte et de sol à l'époque. Donc, toujours à 14 ans, hein. Ouais, voilà. Un an de K1 et donc à 15 ans, j'ai vraiment commencé Ok. les entraînements en MMA. Donc, le K1, déjà, tu as tout de suite accroché. Puis après, tu Ouais, as découvert le MMA. Et là, c'était encore plus. C'est-à-dire que ouais, tu t'es dit, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça et rien d'autre. ouais, exactement. Les sports de combat en général, de toute façon, j'ai vraiment T'as tout le adhéré temps. directement. Ok. Donc voilà, t'as commencé à regarder des combats très jeunes. Ta toute première compétition, ça s'est passé comment? C'était comment niveau, on sait que la première compétition, niveau stress, tout ça, en général, c'est un peu dur à gérer. C'était comment pour toi? Est-ce que c'était déjà en K1 ou t'as commencé directement avec... Ouais, c'était en K1, c'était dans une salle du quartier. Mhm. Donc tu vois, tout petit, plein de gens. C'est franchement la première expérience en combat, c'est super spécial. Tu vois, t'as un stress de ouf. Et donc du coup, 14 ans, j'avais pris un gars de 18 ans. Et puis j'ai gagné par KO en fait au deuxième round. C'était sur 3 fois 2 minutes à l'époque en Ok. K1. Donc j'étais tout petit, tout jeune et franchement une grosse pression. En fait, tu te mets une très très grosse pression. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est un combat? Tu sais, tu connais pas en fait tout ça, tu vois, au départ. Et du coup, j'ai gagné et de fil en aiguille, voilà, tu prends de plus Ok. en plus de confiance en toi. Ok, donc premier combat, assez bonne perf quand même. Deuxième round, il me semble, tu m'as dit. Ouais, Par deuxième round KO. Ouais. donc après ça, tu t'es dit, je vais poursuivre. Et est-ce que tu as continué dans le K1 directement après ou tu as commencé à faire des compétitions de pancrace Franchement, vu que c'était pas légal? j'ai commencé à m'ouvrir à pas mal de choses, je te dirais même. Donc, notamment des compétitions de grappling. Ouais, Je me suis aussi dirigé vers du kickboxing. ok. Kickboxing, full contact. Donc, en fait, j'ai pris des licences un peu partout à l'époque, hein. C'était FFCDA, je crois, FFSCDA ou un truc comme ça. C'était même pas la FFKMDA. Bref, j'ai pris des licences, j'ai essayé toutes les compétitions que je pouvais faire, même si c'était tous les week-ends, j'ai essayé de faire tous les week-ends. Et voilà, jusqu'à arriver à un nombre d'une quarantaine de combats en pied-point. Ok, ok. Ce qui est déjà pas mal. Alors, donc, c'est très simple. Donc, on se remet dans le contexte. T'as 14, 15 ans, on va dire, tu fais tes premières compétitions, tu m'as dit que tu faisais le grappling. Donc déjà à l'époque, le MMA, c'était pas légalisé. Ouais. Euh, on avait, on va dire, une méconnaissance de ce sport. Qu'est-ce qui a fait que après, tu t'es orienté vers des compétitions à l'étranger? Et à partir de quel âge, justement, tu as fait tes premiers combats de MMA pur, tout simplement?
Alors, lorsque j'ai vraiment décidé de m'investir à fond dans la partie MMA, en fait, Ouais. je faisais encore quelques compétitions de pied-point et surtout kickboxing à côté, quoi. Mais voilà, après, je me rendais compte que les MMA prenaient une grosse place dans ma vie et je me suis dit, je vais essayer de rester focus dessus. Donc, j'ai fait 11 combats amateurs pour un total de 10 victoires et une défaite. Et à partir de ce moment-là, là, je te parle de ça, j'avais 18 ans. Et dès que j'ai eu 19 ans, j'ai eu une proposition pour aller combattre en Belgique, du coup. À l'époque, c'était les Contenders MMA. Et je suis Ok. parti là-bas et j'ai fait mon premier combat en pro, sans protection, dans la cage, à l'étranger, avec les coups au sol, quoi. C'était une expérience. Ok, ok. Euh, Petite question par rapport à ça, je la pose à tout le monde. Ouais. Tes parents, quand tu leur as dit que voilà, tu voulais consacrer ta vie au MMA, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'ils t'ont soutenu par rapport à ça? Est-ce que voilà, parce que je sais que par rapport à certains parents, malheureusement, déjà que le MMA c'était pas légal en France, donc Mm. ça rajoute encore plus de crainte. On se dit, bah voilà, c'est une discipline qui est pas forcément légale. Bah, certains parents se disent, bah c'est peut-être pas pour rien. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé quoi, tes parents, quand tu leur as dit que tu voulais faire ça? Mon père, il m'a toujours soutenu depuis que j'étais petit, il m'accompagnait sur les compétitions et tout. Lui, il aimait bien cette partie-là, franchement. Après, ma Mhm. mère, elle a vraiment, j'ai envie de te dire, elle a pas vraiment calculé, quoi, tu vois. C'était pas, enfin, pour elle, c'était plus un sport en loisir qu'autre chose, tu vois. Ouais. Malgré que j'essayais de lui faire comprendre que c'était mon rêve, en fait, d'être un combattant et de vivre de ça, quoi. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, hein, elle pense encore que c'est juste une passion ou un sport, je crois. Ouais, elle se dit, il va juste faire son sport, voilà, il prend son Ouais, sac, ouais, c'est ça. Ouais, et exactement. puis, Ouais. et puis voilà. Elle sait au moins que tu vas défendre ton titre, on va y revenir dans pas longtemps, mais est-ce qu'elle sait que tu vas combattre pour le titre? Excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, elle sait que je pars combattre. Après, c'est tout. Pas plus, pas plus Elle, d'infos. Ouais, elle sait, elle sait pas que c'est un championnat du monde, non? non, non, non. Alors, ouais, ça arrive, hein, de toute façon. Je pense qu'en général, c'est vrai que les mamans, elles s'intéressent pas forcément trop au sport. Ouais. Alors, si tu n'avais pas fait de MMA, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que il y a des choses qui te passionnent autres que le MMA, bah, dans, dans, dans le monde, dans notre société? Est-ce que tu aurais fait un métier? Est-ce que voilà, tu aurais fait un autre sport? Est-ce qu'il y avait des autres sports dans lesquels tu étais talentueux? Honnêtement, un autre sport, je pense pas, parce que j'ai commencé par le foot quand j'étais petit, hein. J'avais dû commencer à l'âge de, je sais pas, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Vraiment, j'ai essayé. J'étais pas super fort dedans, en fait. C'était pas trop mon truc. Les sports d'équipe, c'est compliqué, en fait. Ton pote, il perd. Enfin, l'équipe, elle perd. Tu sais pas trop. Enfin, si moi je perds mon combat, je vais m'en prendre qu'à moi-même, en gros, tu vois. Dans une équipe, Ça revient souvent, ça. ouais, dans une équipe, tu peux t'en prendre à tout le monde, etc. C'est la chose que j'aime pas. Je préfère le sport individuel, malgré que dans les MMA, on est une grosse équipe, mine de rien, derrière Mm. une préparation. Ensuite, niveau du, tu m'as parlé du travail. J'ai travaillé de 18 ans à 21 ans. J'ai fait un contrat de emploi d'avenir à l'époque, ils appelaient ça, François Hollande, il avait mis ça en place. Donc j'ai fait du nettoyage à la ville de Nantes, à la mairie. Ok. Donc nettoyage pendant 3 ans et la suite de ça, j'ai décidé d'arrêter mon contrat, de ne pas poursuivre pour m'investir à fond dans cette carrière que je suis maintenant, quoi. Ok, ok. Du coup, on va en venir à ça. Je sais qu'aujourd'hui, tu es bien entouré. Il me semble que tu travailles avec Guillaume Pelletier. Je sais pas si Ouais, exactement. c'est juste. C'est un très bon manager. J'entends que du bien de lui. Beaucoup de personnes me parlent en bien de lui. Euh, Maintenant, tu es bien encadré, mais avant, quand tu as fait tes débuts, est-ce que, voilà, justement, tu parlais de la mairie qui t'a donné un poste, mais voilà, à part eux, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé? Est-ce que, voilà, il y a des sponsors qui ont cru en toi depuis le début? Ou voilà, comment ça se passait financièrement parlant au début? Parce que maintenant, je pense, on va pas en parler, j'aime pas trop parler d'argent, mais je pense que, voilà, t'as pas trop de soucis à te faire par rapport à ça. Tes préparations, tu peux les faire à peu près comme tu as envie de les faire. Mais avant, je pense que quand tu as commencé, c'était un peu plus compliqué. Ouais, à l'époque, c'était rude. Honnêtement, c'était rude dans le sens où tu devais faire un travail. Donc, je faisais 9h, 17h30.
Et après, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un bon tuteur parce que dans l'emploi d'avenir, il faut que tu aies un tuteur légal en fait. Et il m'arrangeait bien sur les horaires en fait. Il comprenait que j'avais mis le sport à l'avant de ma vie, quoi. Et il me laissait partir 2 heures le midi pour aller m'entraîner. Et à la suite de mon travail, à 17h30, je prenais mon sac, je tapais 1 heure dans les bouchons et je partais à la salle, quoi. Ok. Maintenant, financièrement, ouais, j'avais ce travail qui me permettait quoi, de pouvoir subvenir. Et puis, mais les combats payaient pas à l'époque, hein. Je payais de moi-même la route pour aller combattre. Ah ouais, carrément. Ah Bah, ouais, c'était en ouais, Belgique, carrément. hein, Ouais, c'était tu en devais aller en Belgique, ouais. Belgique Mhm. et t'es de Nantes, si je me trompe pas, hein. Ouais, Donc c'est vrai que Nantes, la Belgique, ça a quand même un coût. ouais, il y a 800 Après, kilomètres. après niveau de l'organisation, du coup, je sais plus c'était quoi l'organisation que tu m'avais dit, le C'était Contenders en Belgique, c'était Contenders. ouais, les événements de Hatch. Ok. Et maintenant Hatch, il me semble qu'il s'occupe du 100% fight. T'as déjà combattu pour le 100% fight? Ouais, j'ai déjà combattu. J'avais combattu Saïef Barnaoui, le petit frère à Mansour Barnaoui, Ok. lors du 100% fight. J'aurais pu te donner, je sais plus, mais j'ai déjà combattu là-bas, en tout cas à Paris, à Le Carpentier, il me semble. Ok. Ok. Donc t'avais déjà une bonne petite expérience. J'ai juste une question, moi, qui suis fan de plus de boxe, on va pas se le cacher, hein. Je parle Ouais, beaucoup de boxe et très peu de MMA, mais voilà, les combats que vous faites en pancrace, est-ce qu'ils ouais. sont comptabilisés dans votre palmarès MMA ou c'est à part? Alors ça dépend de l'organisation, j'ai envie de te dire. Si elle est prestigieuse et elle est un minimum reconnue, le combat sera comptabilisé sur ce qu'on appelle Sherdog. Sherdog, c'est le Ok. site de référencement des combattants MMA, quoi. On a Sherdog ou Tapologie. Maintenant, si c'est une organisation de pancrace qui est bidon, enfin, qui est pas trop dans la communication, pas trop dans le niveau n'est pas si élevé, etc., ton combat ne sera pas mis Comptabilisé. sur. Voilà, c'est ça exactement. Pour ceux qui connaissent pas, hein, je m'adresse plus à ceux qui vont voir l'interview. Sherdog, c'est un peu l'équivalent de BoxRec, mais pour le MMA. C'est-à-dire qu'on a BoxRec pour voir les palmarès des combattants et on a Sherdog. Enfin, pour moi, c'est la référence pour le MMA. Il me semble, tu me dis si je dis une bêtise, hein, Ouais, que tu as 14 victoires pour 4 défaites. ouais, c'est ça exactement. T'as pas mal de victoires par soumission. Il me semble que Ouais. ta dernière victoire, elle est par soumission. Euh, Tu me dis hein, si je me trompe encore une fois, hein. Non, franchement, t'as bon sur toute la ligne. Et du coup, qu'est-ce que tu prévois, on va dire je te demande pas d'afficher ton game plan pour ce championnat du monde, mais t'aimerais gagner comment, on va dire. Déjà, je sais que t'aimerais gagner tout court, ça c'est comme tout le monde. Mais Ouais. voilà, est-ce que t'aimerais marquer les esprits? Est-ce que voilà, t'as envie d'envoyer un message à une organisation en particulier? Qu'est-ce que t'as prévu? Bah, honnêtement, comme le dit mon palmarès, j'ai beaucoup de victoires par soumission, mais ce qui est marrant, c'est que et ça c'est incroyable, je préfère combattre debout en fait. Je préfère le pied-point, je préfère le striking. À l'entraînement, tu me verras faire que du striking. Je suis vraiment pas le mec qui va t'amener au sol pour te soumettre ou quoi que ce soit. Mais ayant fait beaucoup de sol étant plus jeune, je pense qu'en combat, c'est peut-être ces qualités-là qui ressortent en fait, tu vois. Et lorsque je trouve la solution en soumettant mon adversaire, et bah, je sais pas, en fait, ça vient tout seul. Mais à la base, je préfère réellement rester en striking debout. C'est ça que je me suis dit, hein, c'est ça que je trouve bizarre avec ton palmarès, c'est que c'est vrai que debout, on va dire que ton niveau, il est, on va dire, au-dessus de la moyenne. Enfin, pour moi, par rapport quand je compare aux autres combattants, que ce soit Mhm. les combattants français ou même les combattants à l'international, c'est vrai que ton striking, quand je vois tes combats, t'es très très à l'aise debout. On va dire que on sent que t'es plus à l'aise debout, mais c'est vrai que 8 victoires par soumission, ça porte à confusion limite. Moi, je me suis dit, mais parce que je le Ouais. savais pas, hein, je me suis renseigné une semaine à l'avance. Avant, je pensais que tu gagnais plus par KO que par soumission. Après, c'est du MMA. En soi, on le sait tous. Mais voilà, c'est une particularité que tu as et on va dire que on te souhaite de gagner encore par soumission et peut-être par KO à l'avenir. On va passer par des questions un peu personnelles, on va dire, que je juge Ouais. personnelles, mais il n'y a rien de très très personnel. Et après, on va parler justement du présent.
et voilà du futur pour finir. Alors, est-ce que tu t'es déjà battu hors de l'octogone? Est-ce que voilà, il t'est arrivé justement de te faire agresser ou autre? Est-ce que voilà, ça t'est déjà arrivé? Là, maintenant, depuis plusieurs années, non, ça ne m'arrive plus. Étant plus jeune, étant un peu agité, ouais, j'avoue, c'est arrivé plusieurs fois, énormément de fois même, à l'école, en centre, en vacances, etc., peu importe. Mhm. Maintenant, voilà, le sport, ça canalise, ça te montre de grosses, ça t'apprend des grosses valeurs, en fait, surtout des valeurs humaines notamment. Et voilà, maintenant, c'est derrière et ça m'arrive plus en tout cas. Ouais, plus les dernières années, de toute façon, on sait, on s'imagine à peu près la vie d'un combattant professionnel. Plus trop de sorties, donc plus trop de contact avec tout ce qu'il y a de mauvais, on va dire, dans ce monde-là. Euh, Ouais. Là où les raisons pour lesquelles tu combats, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui tu ressens le besoin de combattre dans la cage? Qu'est-ce qui fait que voilà Alors, je pense que c'est la même motivation qui m'a poussé à faire mes premiers combats, en fait. Je souhaite être le meilleur, combattre les meilleurs et me prouver, en fait, à moi-même voilà, que je peux aller super loin en défiant les meilleurs, en fait, comme toujours. J'ai une grande soif aussi d'apprendre, en fait. J'aime beaucoup voyager. J'ai fait énormément de clubs, notamment en France, enfin, dans l'Hexagone, en Europe, à l'étranger, Brésil, Thaïlande, etc. Et voilà, j'aime bien voir plein de choses, en apprendre tous les jours. Et voilà, je pense que c'est vraiment la première motivation qui m'a poussé. Mhm. Maintenant j'ai 24 ans, je suis père de famille, je suis marié. T'as d'autres motivations qui viennent à la suite, quoi. Tu veux réussir pour ta famille après. T'as plus d'autre choix en fait. Je me revois pas aller au travail, taper 9h-17h pour remplir le frigo chez moi. C'est plus mon but dans la vie, quoi. C'est Ok. vraiment vivre au maximum de ce sport. Ok. Donc déjà, tu es un très gros compétiteur, tu as envie de monter face au meilleur, comme tu l'as dit, tu as Mm. envie de te prouver les choses à toi-même. Après l'aspect famille, justement, j'allais en venir. Donc tu m'as dit que tu étais marié, que tu avais des enfants, donc on va passer. Euh, Ton enfance, on va dire, on va revenir dessus, mais tu m'avais dit du coup que tu avais commencé à 14 ans, mais ton enfance, elle était comment à peu près? Parce que on parle beaucoup de MMA avec les combattants de MMA, on va dire qu'on montre ce qu'on a envie de montrer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés, ou même moi, qui me demandent en fait, voilà, c'est c'est qui Amin Ayoub derrière le combattant, tu vois. On sait que tu es combattant, on sait que tu as été champion du monde dans une organisation, on va en revenir après, pour pas la citer tout de suite. Mais voilà, ton enfance, c'était comment? Est-ce que tu estimes avoir eu une bonne enfance? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que voilà. Honnêtement, mon enfance, elle a été bien jusqu'à, je sais pas, j'ai envie de te dire 14, 15 ans. C'était une enfance assez normale, j'ai envie de te dire. On était en famille avec mes parents. J'ai quatre frères et une sœur. On est six. Voilà, jusque-là, ça allait en fait. À partir après je sais plus, je crois que c'était mes 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Il y a eu des gros problèmes familiaux chez moi, notamment le divorce de mes parents. J'ai fait le Ok. choix de partir avec mon père. Et ensuite de là, tout a commencé à se casser un peu la tête en fait, quoi. Voilà, pour te raconter un peu ma vie. Mon père qui repartait avec ma mère, moi qui souhaitais pas revivre l'enfer des prises de tête parentales, tu vois, c'est des choses que t'as pas forcément envie de vivre quand t'es jeune. Donc Mhm. voilà, à 16-17 ans, je fais le choix en fait de garder l'appartement que j'avais avec mon père, Ouais. suite à sa décision de repartir en fait, quoi. J'ai pas souhaité, donc à 17 ans, je me retrouve seul dans un appartement, quoi, pendant presque un an, ouais, 8 mois, 10 mois, quelque chose comme ça, quoi. Donc, Ok. toujours sur l'entraînement à fond, etc., etc. Et ensuite de là, comme je te dis, ça continue à se casser la tête. Moi qui ai des problèmes un peu de justice dans ces années-là aussi, du fait d'être un peu livré à soi-même, Mhm. forcément tu fais des conneries, tu vois. Et voilà, ensuite,
suite justement à ces problèmes de justice, mon père étant parti de la ville de Nantes, il était parti dans d'autres villes en fait carrément. Je me retrouve contraint de retourner chez ma mère en fait. Donc l'appartement que j'avais a dû être rendu. J'étais pas encore majeur. Je retourne vivre avec ma mère. Et de là en fait, j'ai un travail. Ça me responsabilise énormément. Je prends énormément en maturité également. Et puis voilà, je me focalise à fond sur ma carrière. Ensuite vient avec les années 19 ans, 20 ans. Je connais une femme, la femme que j'ai toujours aujourd'hui. Et voilà, tu es posé, tu commences à vraiment prendre en maturité. Et puis voilà, tu fais ton chemin tout seul en fait finalement. Ok. Donc, tu as été livré à toi-même quand même très jeune. C'est pas le cas de tout le monde non plus. Donc, je vais venir à une question où on va parler justement du présent. Est-ce que justement, on va parler plus d'aujourd'hui maintenant. Est-ce que le Covid a impacté ta jeune carrière? Quand je dis jeune carrière, attention, les gens le savent peut-être pas, mais il me semble que tu as 24 ans. Ouais. Donc voilà, là tu viens de me raconter à peu près ton enfance, tout ça. On a l'impression que tu as plus quand tu racontes tout ça, mais en réalité, tu n'as que 24 ans. Et derrière ça, tu as quand même 14 victoires pour 4 défaites, ce qui est déjà pas mal pour ton âge. Est-ce que le Covid a impacté tout ça? Je pense pas forcément, Ouais. mais... Ouais, si, honnêtement, si. Honnêtement, si, parce que mon dernier combat date de décembre 2019. Décembre 2019, on entre dans le mois de novembre. Je combats le 5 novembre 2020. Donc voilà, ça fait 11 mois sans combat et donc sans ressources, tu vois, sans l'argent des combats. Donc forcément, ça impacte. Tu restes toujours prêt, tu attends une date, elle ne tombe pas, c'est pas possible, le pays est en confinement. Enfin, tu vois, Ouais. ça a impacté pas mal quand même. Ça t'a mis quand même un an de pas de suspension, mais voilà, un an d'inactivité. Il me semble que ton dernier combat, c'était en décembre 2019. Tu, Ouais, tu c'est me dis ça. encore une fois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait un moment. Là, tu vas combattre normalement dans quelques jours. Et voilà. Alors, tu as été double champion de l'UAE Warriors. Je connaissais pas cette organisation. Je me suis un peu renseigné. Il me semble que c'est une Ouais, organisation qui vient du Moyen-Orient. c'est ça. Est-ce que ton objectif, c'est d'être double champion du Brave? Est-ce que tu aimerais faire la même chose que ce que tu as fait à l'UAE UAE Warriors? Warrior, ouais, Ouais, ouais. UAE Warrior. Ouais, UAE Warrior, en fait, c'était Abu Dhabi Warrior, en fait, qui Ok. avait accueilli pas mal de grands combattants français qui ont été là-bas combattre. Ensuite, ils ont switché avec UAE Warrior, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, je suis allé là-bas, donc j'ai pris la. En fait, pour rentrer là-bas, la condition était de venir combattre en 77 kilos. Or, une catégorie qui n'est pas la mienne, je combats en 70 kilos. Ok. J'ai pris enfin, avec mon manager Guillaume Pelletier, on a pris la décision de prendre le risque de monter en 77 kilos pour affronter à l'époque Ahmed Laban, qui était à 7 victoires pour seulement une défaite. Mhm. Donc on accepte le combat, beaucoup de trash talking autour de ce combat, il pense absolument qu'il va me battre, moi vice versa quoi. Et donc je remporte le combat par soumission au premier round. Ok. Donc super bien, je deviens le champion en fait de cette catégorie. Donc des Et Walters, hein. ouais, des welterweight. Et après ça, je demande à redescendre en lightweight, ma vraie catégorie, quoi. Et donc de là, on se voit proposer le combat pour le titre également. Chose qui est vraiment pas mal en fait au vu de la première performance que j'avais faite. Et donc voilà, on saute sur l'occasion et j'affronte Youssef Ouébé, que j'avais déjà rencontré, il me semble que c'était un an ou deux en arrière, pour le Phoenix Championship. Ok. Donc voilà, je le bats et je deviens champion des deux catégories. Donc le premier à devenir double champion de l'UAE Warrior. Donc c'était pas vraiment voulu. De base, on t'avait imposé une condition, donc c'était de combattre chez les Walters. Ouais, Et du coup, tu as été, pour que les gens se disent, pour que les gens savent à peu près les catégories, parce que je sais que c'est pas clair pour tout le monde, tu as été champion donc, des Walters, et ensuite tu es descendu donc, dans ta catégorie de prédilection, qui est les lightweight. Tu me dis, exactement, ouais. ok. Donc, tu bougeras plus de cette catégorie. Pour l'instant, c'est pas dans tes plans, on va dire.
Honnêtement, des fois, on en discute avec mon entraîneur Kaji Mourad Ismailov. Est-ce que ça serait intéressant de descendre à 66 kilos? Maintenant, honnêtement, je Mm. vois comment c'est déjà assez dur de descendre à 70 kilos. Je me dis, est-ce que prendre le risque pour le corps de descendre à 66, est-ce que ça serait bien, tu vois? Donc, pour l'instant, pour l'instant, ça va. Je me sens pas trop en dessous des adversaires physiquement à 70 kilos, donc je ne vois pas pour l'instant l'intérêt d'aller en 66. Ok, donc toi, ça serait quand même plus de descendre plutôt que de monter en Ouais, catégorie. bien sûr. Remonter en 77, je pense jamais, hein. Tu penses pas? Enfin, non, mais si on prend l'exemple des adversaires qui sont réellement en 77 kilos, tu as Mm. Kamaru Usman, le champion de l'UFC. Tu vois le corps qu'il a à 77 kilos, c'est juste un animal, tu vois. Tu prends Bah, Tyron Woodley, etc., rien ne quoi. t'empêche justement de faire cette transition chez les Walter et justement parce que c'est vrai que moi je te verrais plus quand même chez les Walter. Enfin, c'est vrai que tu es Mm. très bien chez les lightweight, mais c'est vrai que bah, chez les Walter en vrai bah, tu peux te faire ta place et même je suis persuadé que tu pourrais être champion de grosses orgas. On va en revenir. Alors, c'est qui le combattant le plus décoré avec lequel tu as tourné? Est-ce que tu m'as dit que tu as beaucoup voyagé, tu as fait le tour de pas mal de camps d'entraînement? Ouais. C'est qui vraiment le mec avec qui tu as tourné, tu t'es dit, ah ouais, quand même, Franchement, il y en a deux, ils sont champions de l'UFC. J'ai tourné avec Alex Volkanovski, le champion 66 ok, kilos, donc featherweight de l'UFC actuel. J'ai tourné ouais, avec le russe Petr Yan, le champion 57 ou 61? 61 kilos, il me semble, à ouais, c'est l'UFC. 61, Ouais, ouais. 61 kilos à l'UFC. Donc, bah, voilà, c'est les deux champions de l'UFC. C'est avec eux que j'ai pu tourner, quoi. Ouais, c'est énorme quand même. Ouais, franchement, ça va, c'est du lourd, ouais, c'est bien, Et c'est bien. c'était comment avec eux? Est-ce que t'as senti une différence? Alors, Par rapport aux autres, je pense que tu sens, mais Ouais, Volkanovski, tu vois une grosse différence parce que malgré qu'il soit en 66 kilos, il pèse, je dirais 80 kilos hors combat, tu vois. Donc, ouais. il était à peu près à mon poids. Tu sens la grosse pression. C'est un ancien rugbyman, tu vois. Donc, quand il m'a Mm. amené au sol, tu sens une pression de malade. Franchement, le mec, non, déclassé, il est très très fort. Ensuite, Petr Yan, j'avais pu faire un petit sparring en lutte avec lui. J'avais réussi à le retourner, à l'amener au sol, etc. Mais voilà, il est plus léger que moi. Et je tiens à le souligner. Il doit faire au moins 10 kilos de moins que moi, quoi. Ok, ok. Donc, ça, je ne savais pas. Je pense que pas mal de gens vont le découvrir. Euh, Ta relation avec les membres de la BTT. Donc, la BTT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Bulgarian Top Team. Donc, c'est un peu tous les combattants qui travaillent justement avec ton manager, il me semble. Ouais. Je connais pas grand-chose par rapport à cette team-là, mais ta relation avec tous ces membres-là, comment ça se passe quand tu pars en camp avec eux, tout ça? Bah écoute, c'est l'occasion qu'on en parle. La BTT, faut savoir qu'il y a énormément de gros prospects en fait. Il y a des gens qui ont seulement 5, 6 combats, mais ils sont très prometteurs. Je pense notamment à Benoît Saint-Denis, qu'on a en Mhm. combattant lui, il combat au Brave dans la catégorie. Au Brave, ils ont fait une catégorie entre 70 et 77. En gros, c'est 74 kilos. Donc voilà, Ok, bref, il combat là-bas, il est très très fort. Maintenant, on a Fares Ziam, on a Carla Moussoul qui vient de rentrer. Donc voilà, bref, il y ok, a énormément de bons combattants. Ma relation, elle est super bien avec tout le monde parce que je suis un des premiers à être rentré dans la BTT déjà. À l'époque, ok. on devait avoir, je sais pas, Guillaume, il devait avoir 5 ou 6 combattants en vrai, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il en a plus de 40. Donc en étant rentré dans les premiers, en ayant combattu énormément sous l'égide de la BTT, j'ai une bonne place, tous les gens se respectent, il y a énormément de respect lorsqu'on part en camp, voilà, et puis tu pars souvent avec des gens en fait que tu n'as jamais vus en fait, mine de rien, tu vois. C'est des gens qui sont dans ton équipe, mais tu les as jamais rencontrés, donc tu rencontres des Ouais, gens ouais. et tu vois que Guillaume a signé vraiment de super personnes en fait, tu vois, c'est des gens que autant sur le plan physique, athlétique que moral, ce sont des très bonnes personnes. Donc dans cette team, déjà, tu vois beaucoup de prospects, ce qui est, Ouais. ce qui est intéressant. J'en vois aussi, je pense bah, notamment à Fares Ziam, tout ça. Euh, Mm. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de sa première prestation à l'UFC? On peut en parler. Il a combattu il n'y a pas très longtemps. Euh, Ouais. C'était il son est jeune. deuxième combat qu'il a fait. Hmm. C'était son deuxième combat qu'il a fait là-bas.
Ouais, son deuxième combat, ouais. Ouais, sa deuxième prestation. Bah, franchement, super bien. Beaucoup mieux que la première. Il s'est bien relâché. Il s'est bien relâché. Contrairement au premier combat, il était assez crispé. Et franchement lourd ce qu'il a fait, hein. Grosse gestion de la distance, un bon combat en striking. Il s'est fait amener au sol, malheureusement. Ouais. Il a réussi après, voilà, il a réussi à se relever. Il a imposé son jeu. Donc voilà, ce qu'on retient, c'est la victoire. Et voilà, on lui souhaite une grosse réussite à l'UFC. En plus de ça, il est très jeune, hein. Il me semble, je sais plus quel âge il a, mais 22, Il a 23 ans, il me semble. 23, ouais, il me semble 23, ouais. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est assez ouf avec votre team, c'est que il y a beaucoup de jeunes, je pense à toi notamment qui a que 24 ans, mais les gens s'en rendent pas forcément compte, mais avoir quand même 14 victoires dans le circuit professionnel à 24 ans, c'est pas tout le monde. Forcément, le grand public français s'en rend pas forcément compte, mais je pense qu'il y a des grosses organisations qui se sont déjà intéressées à ton profil. D'ailleurs, on va en venir à là. Est-ce qu'il y a de grosses organisations qui ont déjà essayé de te contacter? Je pense à l'UFC, mais je pense peut-être aussi à d'autres orgas. Alors, comme tu dis, ouais, 14 combats en MMA, on va dire, à mon âge, c'est beaucoup. Surtout ceux qu'on voit à l'UFC qui rentrent, ils ont 28 ans, ils ont seulement 8 combats. Enfin, contrairement en fait à vous en anglaise, qui avez vous avez une grosse carrière amateur déjà, avec notamment, je sais pas, je pense des 50, des 100 combats. Et ensuite, vous arrivez en pro et vous combattez assez régulièrement. Ça, je trouve ça très respectable de pouvoir combattre assez régulièrement. Malheureusement, en MMA, on n'a pas forcément toujours le choix, en fait, donc on fait peu de combats, mais bon, bref. Concernant les organisations, je suis avec le Brave actuellement. Mon manager Guillaume Pétier, et on a refusé quelques propositions. Il y avait des orgas plus ou moins bien, mais voilà, le choix qu'on a réellement fait était de rester sur le circuit du Moyen-Orient, en fait. Donc, je suis passé à UAE Warrior, j'étais au Phoenix, et maintenant je suis avec le Brave. Tout ça, c'est un peu les organisations du monde arabe qui recrutent des combattants mondiaux, quoi, des Américains, etc. Je savais pas, le Brave va partir à... À Bahreïn. Ok. Et il y a des actionnaires, du coup, je pense, qui viennent du Moyen-Orient. Je ne sais pas s'il y a des actionnaires derrière ça. Je sais qu'en tout cas, le Brave a vraiment été créé par la communauté en fait, à Bahreïn, en fait, tu vois, et soutenu par le prince de ce royaume, en fait, parce que c'est un royaume, c'est un petit pays. Quand je dis les actionnaires, hein, c'est les investisseurs qui ont derrière. Moi, je pense que tu le sais, mais voilà, je pense c'est vrai qu'un prince peut être tout seul à gérer tout ça, mais en général, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs actionnaires derrière tout ça. Ouais. Et voilà. Mais sinon, ouais, l'organisation pour laquelle tu aimerais combattre, on va dire, c'est quoi l'organisation que tu vises? Je sais que beaucoup de combattants visent l'UFC, ce qui est normal, mais on a vu émerger des organisations comme le ONE FC. Le Bellator aussi qui commence à prendre une grosse place. C'est des organisations qui sont assez intéressantes, qui payent bien. Et surtout, mine de rien, le One Championships, si je dis pas de bêtises, il commence à générer plus d'argent que l'UFC. Donc voilà, c'est quelle organisation pour laquelle t'aimerais combattre? Là, j'ai envie de te dire que ouais, là, on parle vraiment d'un plan de carrière qui est intéressant. Et comme tu as mentionné, en fait, tu as parlé d'argent, en fait, tu vois. Et la question qu'un combattant doit se poser, je pense, c'est est-ce qu'on va dans cette organisation pour l'argent qu'elle va te ramener ou est-ce qu'on va là pour la notoriété qu'elle va t'amener et ensuite l'argent par la suite, tu vois. Je pense que le plus intéressant pour ma part à moi, c'est d'être au Brave pour l'instant, accumuler des victoires et prendre cette ceinture et ensuite la défendre. Pourquoi pas aller sur un double titre, quoi. Essayer de prendre 2 ceintures. Et bien sûr, je pense que chaque combattant de MMA vise l'UFC parce que c'est franchement c'est le Graal, tu vois. C'est le meilleur où tu peux réellement aller. Donc, pour répondre à ta question, Bellator, ONE FC, etc., c'est pas dans mes objectifs visés, quoi. Plus l'UFC. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est vrai que niveau visibilité, je suis d'accord avec toi. On peut difficilement faire mieux, que ce soit en Europe ou même en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Niveau visibilité, on peut difficilement faire mieux. Pour moi, quand on combat au One Championship, on peut être populaire si voilà on est asiatique ou autre. Et c'est vrai que pour nous les Européens,
l'UFC c'est un peu mieux. Donc c'est vrai que. Ouais, non, l'UFC c'est trop loin, franchement. Et du coup, tu voudrais intégrer les lightweights si l'UFC un jour te contacte, ça serait du coup les lightweights et pas une autre catégorie, pas en dessous les moins de 66 ni les Walter. Ouais, voilà, je pense que comme on a dit tout à l'heure, je pense que le lightweight, ça reste une bonne catégorie pour mon physique et mon jeu, en fait, même, tu vois. T'en penses quoi de la sortie de Khabib? Non. Ouais, franchement, honnêtement, je trouve que c'est respectable, hein, Khabib, ce qu'il a fait, parce que, voilà, comme il a dit, il a fait une promesse à sa mère, voilà, vu que son père, il est mort, c'était de faire son dernier combat et ensuite pas revenir dans la cage, tu vois. Il est sur 29-0, donc 29 victoires sans aucune défaite. Je trouve que c'est respectable et il laisse la place aux autres concurrents derrière, quoi. Et le retour du coup de McGregor, obligé d'en parler, hein, c'est ta catégorie, je pense. Ouais. Donc, quand je dis je pense, on sait jamais si Conor va combattre, tu vois, chez les Walter ou chez non, si, mais apparemment c'est signé, hein, c'est signé et c'est sur la catégorie des 70 kilos contre Dustin Poirier, tu vois. Challenger pour la ceinture des 70 kilos. Il a perdu contre Khabib, Dustin Poirier. Donc là, ils parlent de refaire leur revanche pour le mois de janvier 2021, il me semble. Oui, ça oui. Mais du coup, est-ce que tu te projettes par rapport à ça? Est-ce que déjà il y a un top 5 que tu aimerais viser? Imaginons demain l'UFC t'appelle. Ouais. Bon, ça m'étonnerait. En général, ils proposent jamais un top 5 ou même un top 15. Non, jamais. Ouais, non, jamais, jamais. En fait, la raison pour laquelle tu peux rentrer à l'UFC, c'est soit tu remplaces une personne qui est blessée, donc sur du short notice, ça arrive énormément, surtout si tu es à côté du combat de l'endroit où va se passer les combats, la soirée du combat, ou soit vraiment ils te repèrent, tu fais des super résultats et donc là, tu es prévenu 1 mois, 2 mois à l'avance, et là, tu peux préparer ton combat. Maintenant, pour parler de top, ouais, quand tu rentres ton premier combat à l'UFC, tu le feras pas contre un top 5, quoi. Mais le jour où j'arriverai à rentrer à l'UFC, c'est sûr que je sais pas qui est-ce qu'il y aura encore dans la course, tu vois. Mais je voudrais taper les meilleurs. Les meilleurs. On parle de Keji, on parle de Conor, s'il est encore dans le milieu, de Dustin Poirier. Là, il y a du monde en 70, hein, c'est la catégorie la plus relevée. Ah oui, non, c'est clair. C'est pour ça que gros respect à toi d'ailleurs, parce que c'est vrai que même pas que à l'UFC, mais à l'international, les lightweight en général, c'est bien garni. Il y a du talent dans cette catégorie. Ah oui. Enfin, moi, après, je parle en tant que fan de boxe, mais c'est vrai que je regarde de plus en plus de MMA, et c'est vrai que j'ai tendance à remarquer que les lightweight, ils sont complets. La plupart du temps, ils sont très complets, et en plus de ça, ça va vite, ça frappe fort. Pour moi, on va dire que, tu vois, les lightweight en MMA, c'est un peu les Walter en boxe. C'est ça en fait. En fait, c'est super simple à comprendre. Ça vient du fait que la plupart de la population mondiale, les hommes tournent autour de 80 kilos en fait. Tu vois, en MMA, font des cuttings pour descendre à 70. Donc c'est pour ça que la catégorie en vrai lightweight c'est la plus remplie parce que c'est là où il y a le plus de personnes mondialement. Je pense que quand tu vas en Asie, au ONE FC, la catégorie la plus remplie et la plus dangereuse sera la catégorie des 61 kilos parce que les Asiatiques sont tu vois, de nature assez plus maigres que tu vois, les Européens ou que les Américains. Non, c'est juste. C'est pour ça. Ton combat le plus dur jusqu'à maintenant, est-ce que c'était au Brave? Est-ce que c'était avant? Il n'y a jamais de combat facile. Attention, je préfère le dire à tout le monde. Mais voilà, ton combat le plus dur que tu as fait jusqu'à maintenant. Alors, mon combat le plus dur, je pense que c'est... il y en a eu 2, j'ai envie de te dire. Il y a eu Imran Kadiev, le combattant tchétchène que j'ai combattu à l'European Beatdown. On a fait une grosse guerre sur 3 fois 5 minutes. Donc lui sur un style un peu plus lutteur et moi qui voulais que rester debout avec lui. Donc on a fait une grosse guerre sur 5 minutes. J'ai gagné ce combat. J'ai vraiment été au bout de ce que j'avais dans mon corps, quoi, pour remporter ce combat, parce que lui aussi, il voulait rien lâcher. Donc, un gros mental. C'était vraiment un combat qui était éprouvant. Ensuite, un autre combat qui était super dur, que celui-là, j'ai perdu, c'était un combat contre Tim Wilde, un Anglais qui est maintenant au Bellator, qui a battu plusieurs Français comme Michael Lebou ou Anthony Dizzy. C'était un gros combattant. Il m'a donné du fil à retordre. Il était dur à combattre, en fait. Son style était super dur et donc j'ai perdu la décision. Ok. On va finir avec une petite question pour le présent. Après, on va parler un peu de l'avenir.
pas de toi, mais de l'avenir du MMA. Tes qualités principales, enfin, quand tu rentres dans l'octogone, je sais que tu es très à l'aise en striking, mais je parle plus de l'aspect mental, de tout ce qui est outre que le sport. Ben, c'est ça, en vrai, c'est ça, c'est ma qualité, je pense, dans ce sport, c'est vraiment le mental, en fait. C'est le fait de ne rien lâcher dans la cage. Mm. Voilà, tu pourras me taper aussi fort que tu peux, j'abandonnerai pas, je ne peux pas, voilà, je peux rien lâcher, en fait. J'ai tellement tout investi sur ce sport que voilà, je veux rien lâcher, je ne baisserai pas, en fait. Moralement, je serai jamais à zéro, quoi. Ok, et ça se voit par rapport à ton palmarès, parce que, encore une fois, j'en reviens. C'est vrai que tu avais dit qu'en MMA, on combattait un peu moins qu'en boxe, mais il faut quand même le rappeler, 24 ans, 14 victoires, c'est énorme pour moi en tout cas. Encore une fois, je parle en tant que fan de boxe, qui s'intéresse de plus en plus au MMA, mais j'ai rarement vu voilà, des combattants qui avaient autant de combats à seulement 24 ans. On va passer à l'avenir du MMA. Simplement, qu'est-ce que tu penses du développement du MMA en France? On sait que ça a été légalisé il y a quelques mois. Comment tu vois ça? Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Il me semble que le MMA est encadré par la Fédération française de boxe. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que voilà, tu trouves ça bien? Moi, Qu'est-ce que tu penses de honnêtement, tout ça? il y a beaucoup de détracteurs en fait qui ont œuvré énormément d'années pour pouvoir récupérer justement cette fédération, j'ai envie de te dire. Maintenant, je trouve ça vraiment pas mal que ce soit la fédération de boxe qui l'a récupéré. Attention, elle ne l'a pas pour tout le temps, hein. C'est vraiment sur une durée qui est Bien déterminée. sûr, c'est Parce que temporaire. ce sont pour moi des gens qui sont assez carrés en fait, tu vois. Sans parler de tous les travers ou quoi que ce soit, si on parle sur le plan, voilà, si on prend un peu de recul, et la boxe anglaise, c'est le sport qui est pour moi le mieux encadré en France. Ok. Donc voilà, je trouve ça assez normal c'est eux qui accueillent le MMA. Voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Ils vont mettre en place de bonnes choses, des diplômes, des coachs qui sont qualifiés et des compétitions qui sont très bien encadrées en fait. Donc voilà, à l'avenir, je pense pas que la fédération de boxe va la garder, mais je pense que c'est très bien pour commencer et voir émerger énormément de champions de chez nous, quoi. Ok, ok. Donc voilà, en parlant de ça, on a parlé de la Fédération française de boxe. Donc pour toi, t'estimes que c'est pas mal. C'est vrai que c'est l'avis de pas mal de combattants. Ils estiment que Ouais. la Fédération de boxe est apte à justement encadrer un sport comme le MMA. Mais il y en a d'autres voilà, qui rechignent un peu. Bon, c'est comme ça, hein. On est en France, on a la critique Ouais. facile. Euh, on va parler un peu des prospects, voilà, parce que mine de rien, le MMA, ça a jamais, c'est légal depuis peu, mais les combattants de MMA, en France, ils ont toujours fait des résultats. Aujourd'hui, on voit des prospects, donc comme toi, mais je pense aussi à des Saladin Parnasse. Qu'est-ce que tu penses de lui typiquement, et même, tu penses que les Français vont prendre une place importante dans le MMA ou pas, plus tard, dans les Ben, années à venir? justement, ouais, tu me parlais de prospect, je pensais notamment à Saladin Parnasse, il est à 14-0, il est champion du KSW, donc une organisation dans les pays de l'Est. Ce qu'il fait, c'est du lourd. Ce qu'il fait, c'est du lourd parce que comment dire, il propage un peu notre image en fait des combattants. Il est très jeune aussi. Et du coup, ça montre aux étrangers qu'on est une grosse pépinière de combattants qui sont et jeunes et Mhm. déterminés et super Ouais. forts en plus de ça en fait, tu vois. Donc ça projette que des bonnes images et honnêtement, c'est du lourd. Pour tout le monde, c'est du lourd en fait ce qu'il fait. Ok. Une petite question qui concerne à peu près les mêmes choses. J'ai vu pas mal de choses parce que justement, moi, je m'y connais pas trop en MMA, mais sur Twitter, je discute beaucoup avec de gros comptes de MMA. Ouais. Je vais pas les citer, hein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Mais on a remarqué une chose, les combattants français, ils sont très bons, très bons en striking, en debout en général. Il y a un niveau qui est très élevé par rapport à l'étranger, je parle, par rapport notamment voilà, aux Allemands, par rapport même des fois aux Américains. Mais j'ai remarqué que des fois, parlons du deuxième combat de Farid Ziam, niveau grappling, j'ai l'impression que des fois,
il y a un manque, il y a un manque par rapport à certaines choses. Je sais pas si tu ressens la même chose que moi. Honnêtement, je comprends très très bien ce que tu veux dire. En fait, je vais te reprendre, c'est pas le grappling, c'est vraiment les phases de lutte. C'est les phases de lutte que malheureusement les Français on manque énormément. Et voilà, après j'essaie de faire une généralité, mais c'est sur le plan, voilà, sur le plan MMA, on est très très fort debout. On a, je trouve, un bon niveau au sol du fait qu'il y a énormément de clubs de jiu-jitsu brésilien, grappling, etc. Mais c'est de la lutte pure qu'on manque dans nos combats et voilà, je sais pas, c'est comme ça en fait. Je pense que heureusement qu'il y a beaucoup de Dagestanais, Tchétchènes, etc. Qui qui viennent en s'entraînent France. maintenant, ouais, qui viennent en France, qui s'entraînent dans nos clubs et voilà, on arrive à apprendre de leur lutte. Mais c'est un peu ce qui nous manque exactement. Ouais. Tu t'entraînes avec un certain Abdul. Ouais. Je sais pas prononcer son nom. J'ai peur de mal le prononcer. Abdouragimov, ouais. Donc, ouais, c'est souvent, compliqué de prononcer leur nom. Mais voilà, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose justement sur ton sol, est-ce qu'il t'apporte quelque chose? Parce que je sais que tu tournes régulièrement avec lui, vous êtes dans la même team. Euh, c'est ouf quand même d'avoir un mec comme lui qui a une grosse expérience en lutte et en sol en général. Il me semble qu'il est ceinture noire de jiu-jitsu Ceinture brésilien. noire de jiu-jitsu brésilien, il a une lutte de fou. Il a une lutte de fou pour te dire, il doit avoir un taux de réussite de 95%, il me semble, sur ses amenés au sol. C'est pour C'est te ouf. dire à quel point c'est le mec, quand il va t'amener au sol, il va t'amener, tu vois, peu importe qui tu es. Ouais. Il est super fort, il m'apporte énormément au quotidien aussi, hein, du fait que voilà, son niveau en lutte est trop élevé, son sol est quasiment parfait. Donc non, voilà, j'apprends beaucoup de lui et puis il apprend aussi de mon striking. Donc on fait des échanges Ouais, il y a un bel et échange. voilà, ça se passe bien. Ouais. Ok. Euh, Avant-dernière question, qu'est-ce que tu penses de l'Arena Fights? Je sais pas si tu connais d'ailleurs, je pense Si, que si, oui, hein. bien sûr, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, ils affichent de grosses ambitions pour le MMA. Mm. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que derrière, il y a les fédérations, il y a l'encadrement certes et tout, mais derrière, faut que le business y suive. Et derrière, ouais, c'est les promotions comme l'Arena Fight, enfin les organisations comme l'Arena Fight qui vont s'occuper de ça. Qu'est-ce que tu Ouais. penses? Bah écoute, ils sont assez jeunes pour pouvoir parler un peu enfin, pour se projeter dans l'avenir, mais en tout cas de ce que j'ai vu pour le moment, et je pense aussi du fait que mon manager Guillaume Pétier, il soit en tant que matchmaker là-bas, je pense que c'est une guise déjà de réussite dans un premier sens et dans un premier temps, et que voilà, c'est une organisation qui mise sur l'avenir parce qu'ils ont signé déjà de très bons combattants. Je pense à Jimmy Vienno, je pense à excuse-moi, Artem Lobov, le sparring partner à Conor McGregor, qui va affronter un gars de notre équipe, Ilyes Giroud. Donc voilà, Ok. il y a des beaux noms, il y a des beaux combattants, et je pense qu'ils voient les choses en grand, en fait, pour le MMA français. Ok. Donc voilà. Euh, S'il y avait une organisation en France, pour laquelle je sais pas, t'aimerais combattre. Si, bon, je sais que t'es plus attiré forcément par l'UFC. Encore une fois, t'es jeune, mais t'as une grosse expérience, donc forcément, l'UFC serait le plus intéressant pour toi. Mais voilà, s'il y a une organisation en France qui te contacte, est-ce que t'accepterais déjà ou voilà, tu dirais, bah, Alors, non, je dirais non, en fait, dans le sens où que, je sais pas si c'est un peu pareil pour vous en boxe anglaise, mais lorsqu'on signe avec une organisation, on est signé sur un contrat exclusif pour plusieurs combats, tu vois. Donc, tu me dis une organisation qui viendra en France, bah voilà, pour l'instant, j'aimerais que le Brave vienne en France, par exemple, tu vois. Donc, voilà, j'ai signé avec eux, je suis engagé avec eux, donc c'est avec eux que je vais faire mes combats sur les prochaines échéances, quoi. Mais voilà, après voilà, bien sûr, hein, quand l'UFC viendra en France, je pense que ce sera des grosses opportunités pour les combattants français. Pour rappel, alors, le Brave, parce que bon, il y a beaucoup de fans de boxe qui vont nous écouter, donc ils connaissent pas forcément les organisations. Ouais. Pour moi et pour beaucoup, le Brave, c'est pour la plus grosse. Elle fait partie en tout cas des plus grosses organisations en Europe, avec le Cage Warrior. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de grosses pépites qui sortent du Brave, et c'est pas pour rien. Mine de rien, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a du niveau dans cette organisation. Je pense à des Shimaev et d'autres.
Qu'est-ce que tu penses de Chimaev, typiquement? Franchement, c'est bien que tu en parles, ouais, parce qu'il y a des grosses pépites, comme tu dis, qui sont sorties du Brave. Donc, on pense notamment à Khamzat Chimaev et son sparring partner aussi, Guram Kutateladze. Ouais, c'était un combattant en 70 kilos du Brave. Il est parti à l'UFC. Donc voilà, là j'ai deux noms en tête. Peut-être qu'il y a d'autres combattants. Enfin bref, on va parler de Khamzat. Voilà, il sort du Brave, il arrive à l'UFC, il prend que des bonus, il prend que des. il fait un carton plein. Ouais. C'est pour dire voilà, qu'il y a vraiment des champions qui émergent de cette organisation. Et voilà, tu as l'exemple de Khamzat, il fait du sale en ce moment. Voilà, c'est du lourd. Non, ouais, c'est indescriptible. Dernière question, et après je vais arrêter de t'embêter. Qu'est-ce que tu aimerais faire après ta carrière? Ton après-carrière, tu la vois comment? Est-ce que voilà, tu aimerais entraîner, voilà, ou autre? Alors, mon après-carrière. Alors, à savoir, je me laisse encore une dizaine d'années, j'ai envie de te dire. Une dizaine d'années, dans le sens où voilà, j'ai 24 ans, dans 10 ans, j'aurai 34 ans, avec les blessures, etc. Je me vois mal continuer après les 33, 34 ans. Mais voilà, je me vois comment, écoute, j'espère super riche déjà. Voilà, on espère avoir tout raflé. Je le souhaite. Voilà, j'espère, hein, honnêtement, voilà, on va pas se cacher. Hein. J'espère super riche, avoir battu les meilleurs, être rentré dans la légende en ayant battu les meilleurs et en ayant défendu mes titres d'ici là. Et voilà, pour la suite, j'espère avoir monté des sociétés, avoir acheté des biens immobiliers et ouvrir une très très grosse salle de MMA et en faire sortir des champions, en fait. C'est surtout ça. C'est vraiment mes objectifs, quoi, à long terme. Donc plus du coup ouvrir une grosse salle, peut-être pas les former, mais voilà, peut-être s'occuper de leur carrière. Ouais, je pense plutôt s'occuper de leur carrière. Après, voilà, je pense que je serai encore là pour tourner avec eux, en fait, pour m'entraîner avec eux. Maintenant, est-ce que je serai coach? Voilà, tu peux être bon combattant, mais tu n'es pas forcément un bon coach. Tout comme tu peux être un bon coach, mais pas forcément un bon combattant. Donc voilà, je ne sais pas si je serai un bon coach. Pour l'instant, je suis combattant. Et dans 10 ans, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais si je peux donner des cours, je les donne. Mais sinon, j'espère faire monter des carrières et des jeunes prodiges. Ok. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Merci parce que c'est cool de ta part de nous accorder une interview. Je te souhaite vraiment le meilleur pour le combat qui arrive. On sera derrière toi. Et voilà, on espère voir encore plus de choses. Tu vas faire un championnat du monde. On sera là aussi pour tes prochains combats. Et on espère assister justement à tes prochains combats en réel directement. Parce que c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus au MMA et c'est vrai que les combattants de MMA en France, mine de rien, ils font des résultats. Donc voilà, merci et à très vite. Et bon courage. Samy, merci beaucoup à toi, merci d'avoir mis la lumière sur un combattant de MMA alors que ce n'est pas vraiment ton sport de prédilection. Et ça fait plaisir de pouvoir avoir un partage entre l'anglaise et le MMA, voilà, tout simplement. Grosse force à toi pour ta page Instagram et voilà, on se souhaite que le meilleur. Merci beaucoup. Pas de problème.